On est une douzaine donc de participants. Je vais tout de suite, puisqu'on a perdu un petit peu de temps, passer la parole à Laure Bégeot et à Nicolas Boivin pour vous et je vous rappellerai, en fin de webinaire, la petite information que je voulais donc, vous proposer. Donc Laure et Nicolas, vous êtes invités pour nous parler ce matin, de l'étude prospective d'anticipation des effets du réchauffement climatique sur la ressource en eau à l'échelle des bassins qu'ils vous ouche. Voilà, j'y suis arrivé. Je vous laisse donc, la parole pour ce webinaire. Vous avez, pour ce café captaire, vous avez une quarantaine de minutes donc pour nous la présenter, cette étude. Et puis comme d'habitude, à la fin et à l'issue de votre présentation, on laissera les uns et les autres, les unes et les autres, vous poser, toutes les questions qui ne manqueront pas d'être posées. Laure, Nicolas, c'est à vous. Merci. Bonjour à Donc, tous. bonjour. Donc, moi, je suis la directrice du syndicat du bassin de l'Ouche. Je vais vous présenter un peu l'étude. Enfin, on va se partager avec mon collègue du syndicat de la Vouge pour vous présenter l'étude prospective que nous avons lancée en 2023. Donc, en fait, les bassins de la Tille, de la Vouge et de l'Ouche sont confrontés à des problématiques communes donc liées à la ressource en eau. Et les commissions locales de nos bassins, donc les commissions locales de l'eau de nos bassins de l'Ouche, Vouge, Tille et Interclé, Ouche, Vouge, ont souhaité qu'un travail soit mené ensemble et que les structures porteuses des sages, donc que sont nos syndicats de l'Ouche, de la Vouge, Citive et Citna, donc c'est Tille, Amont, Tille, Aval, se regroupent pour lancer une étude prospective d'anticipation des effets du changement climatique sur la ressource en eau à l'échelle de nos bassins. Donc, le syndicat du bassin de l'Ouche était porteur de l'étude. Nous avons fait une convention entre syndicats pour régler justement le portage de cette étude. Le périmètre couvre une superficie d'environ 2600 km² et concerne 300 communes. Alors, il y a des doubles comptes puisqu'on a des communes qui sont limitrophes. Nos bassins ont été classés en zone de répartition des eaux en 2005 et 2010, donc actant un déséquilibre quantitatif entre la disponibilité de la ressource et les usages. Donc, la démarche prospective, elle a pour objet d'étudier le devenir du territoire au vu du changement climatique, de la croissance démographique, des usages actuels et futurs de l'eau et l'état de la croissance. Donc, les objectifs, c'était une appropriation collective des enjeux liés à l'évolution du territoire, une approche globale pour anticiper les changements et leur impact et s'y préparer collectivement, aboutir à une stratégie à moyen et long terme accompagnée d'un plan d'action opérationnel et réduire la vulnérabilité du territoire face aux changements à venir tout en préservant la ressource en eau et nos milieux, bien sûr. Donc, la démarche prospective, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas de tout prévoir, mais c'est surtout de se préparer au futur à venir. Donc, on va démultiplier les regards sur les possibles futurs et identifier les risques et anticiper les besoins. Donc, on construit à partir de ça une stratégie d'adaptation et d'anticipation aux risques. L'étude, c'est pas une réglementation supplémentaire, c'est pas prédire l'avenir, puisque personne ne peut le faire, et c'est pas un programme d'aide financière spécifique. Donc, la démarche prospective avait un enjeu majeur, c'était de faire participer tous les acteurs locaux de nos bassins. Et ça, c'était le socle de la démarche, en fait. Donc, avoir la vision du territoire et les évolutions pour façonner l'étude prospective. Donc, il y avait deux leviers. On avait un effort important de pédagogie et d'accessibilité des documents qui ont été élaborés par un bureau d'études, parce que nous avons été accompagnés. Et on avait accès aussi sur la concertation des acteurs. Donc ça, c'était deux efforts qui ont été demandés au bureau d'études. Donc on a recherché un bureau d'études, en fait, qui avait donc bien sûr les compétences techniques, mais qui savait animer et mener une démarche de concertation. L'objectif, c'était d'amener tous les partenaires et tous les acteurs à participer. Donc, les résultats attendus de l'étude, c'était donc, je viens de vous le dire, une mobilisation des acteurs autour des enjeux de prospective,
une réflexion collective sur l'adaptation du territoire et de l'anticipation des évolutions futures, et une étude prospective qui permet donc d'alimenter des plans, des programmes, donc d'alimenter le SAGE, les contrats de nappe, les opérations d'aménagement du territoire, etc. C'était en fait diffuser cette stratégie à l'ensemble des politiques du territoire. Donc l'étude était menée sur 7 phases. Donc un diagnostic territorial, on va y revenir, l'évolution des conditions naturelles, évolution des usages, les scénarios d'évolution du territoire, la stratégie d'adaptation et les plans d'action par SAGE. C'est actuellement ce qui va être mené. Donc l'étude a été lancée en avril 2023 et la phase stratégie d'adaptation a été finalisée en septembre de cette année. Donc, avant de vous présenter chaque phase, j'aimerais juste faire un focus sur le groupe de contribution. Nicolas, j'ai un peu modifié les diapos, c'est pas grave. Donc, un focus sur le groupe de contribution. Le groupe a été composé de tous les acteurs du territoire, donc on a dû les identifier. On a identifié à peu près 400 personnes, donc issus des collectivités, que ce soit les exécutifs, les services d'urbanisme, l'aménagement et développement du territoire, les SCOT, le PCAUT. On a identifié aussi les représentants du secteur agricole, du secteur industriel et économique, secteur touristique, les représentants des consommateurs, les chercheurs et les scientifiques. Donc, à chaque atelier que nous avons mené, nous avons invité ces 400 personnes. Et à chaque réunion, on a eu entre 65 et 75 participants. Donc, c'était des moments forts et très riches, en fait, puisque à chaque fois, on avait des représentants de chaque secteur qui sont venus pour participer. Donc, les ateliers du groupe de contribution, on en a eu 7. À chaque phase, on a fait des ateliers. Donc, le premier, c'était en juin 2023, on va pas voir les dates précises, c'était pour travailler sur le diagnostic territorial. Donc, le diagnostic territorial, c'est quoi? C'est un état des lieux, une projection d'évolution du climat et les possibles évolutions des usages. Donc, le premier, les membres du groupe de contribution ont travaillé sur l'identification des atouts et des faiblesses du territoire. Et il s'agit ensuite de hiérarchiser les enjeux du territoire. Donc, ça a permis de caractériser donc, la vulnérabilité de notre territoire. Et à partir de ça, le bureau d'études qui nous a suivis a fait un travail très riche en rédigeant des fiches qui ont été distribuées à tous les membres du groupe de contribution. Et l'objectif, c'était d'avoir des fiches très lisibles. On pourra éventuellement les communiquer pour que vous puissiez voir le travail qui a été fait. Ensuite, on a eu un deuxième atelier sur l'évolution des conditions naturelles. Donc, l'idée, c'était de dégager des récits, plusieurs récits, sur la base des enjeux qui ont été définis lors du diagnostic. Donc, des récits sur l'évolution des conditions naturelles. On a analysé le climat passé et les projections climatiques, analysé les projections d'évolution de l'hydrologie et de la recharge des nappes, caractériser et quantifier les impacts sur la ressource et sur les milieux. Et tout ça a été enrichi par des fiches et des cartes qui ont été présentées au groupe de contribution pour qu'ils puissent s'approprier chaque élément de cette étude. On a ensuite donc travaillé sur la troisième phase qui était l'évolution des usages, cette fois, pour dégager donc des récits, pareil, et des futurs sur la base des enjeux issus du diagnostic en matière d'évolution des usages. Donc, à ce moment-là, on a donc travaillé sur identifier les éléments prospectifs qui intéressent le territoire, donc les projets locaux, la bibliographie sur l'évolution des filières, la caractérisation des impacts potentiels du changement climatique. Et on a mobilisé tout le groupe de contribution pour travailler sur ces futurs possibles d'évolution, donc sous forme de récit à nouveau. Il y a eu un
quatrième atelier sur les scénarios. Donc, euh, à partir des récits, le bureau d'études a rédigé des scénarios donc, qui sont issus du fruit du travail du groupe de contribution. Donc, on rédige des récits prospectifs sur les conditions naturelles et les usages, puis des récits globaux prospectifs, et on identifie les trajectoires souhaitables ou non. Donc, à ce moment-là, il s'agit de faire émaner des scénarios prospectifs des acteurs locaux et de les évaluer. Donc, c'est de dire si on fait rien, ben, vers quelle trajectoire on prend, si on fait ces actions-là, comment ça va évoluer, comment on se prépare finalement. Donc, euh, le bureau d'études a identifié les forces et les faiblesses de chaque scénario pour nous permettre de commencer à réfléchir aux pistes pour la stratégie d'adaptation. Donc, la stratégie d'adaptation, elle a été élaborée à l'issue de 2 ateliers parce que c'était beaucoup de travail. Ces ateliers de concertation avaient pour objectif là d'identifier les pistes d'action et de rédiger ensuite la stratégie. Donc, on structure en détail les pistes d'action avec des successions d'étapes en fonction des évolutions climatiques et des usages, et on évalue les pistes d'action. Donc, la stratégie, elle va vous être présentée plus en détail par Nicolas. L'idée, c'était de construire une réponse du territoire à la vulnérabilité au changement climatique, donc avec un objectif de non-dégradation de l'état écologique et bien sûr une amélioration de la résilience du territoire. Donc, Nicolas, je vous laisse peut-être présenter ce qui est ressorti de la stratégie. Oui, absolument. Donc, je reprends la main. Juste pour rappeler ce qu'a dit Laure en introduction. Effectivement, l'air de rien, ce qui est le plus important, c'est la construction du groupe de contribution, puisque pour avoir un maximum de partage, il faut ouvrir le plus largement possible. Et comme l'a précisé au départ, c'est que on invite, on flèche 400 personnes à peu près, et pour en avoir à peu près 70 à 80. Donc ça, c'est important, l'air de rien, pour avoir un maximum de diversité des acteurs, et pour qu'ils puissent, euh, entre guillemets, échanger entre eux, s'écouter. Et l'air de rien, c'est extrêmement important, puisque vous imaginez bien que un représentant d'un agriculteur a pas forcément la même vision que les services de l'État, qu'une association, ou l'agence de l'eau, ou la région. Enfin, c'est d'avoir ça en tête, et surtout le travail qu'a porté Madame Béjot, c'est en amont, en termes, alors c'est peut-être moins visible, mais tout ce qui est invitation, relance, c'est extrêmement important, parce que c'est vrai que c'est un travail sur 18 mois, et on le verra tout à l'heure, il n'est pas terminé, et c'est vrai que c'est un travail au long cours, où il faut toujours entretenir cette démarche, que les gens, tous autant que nous sommes, ben, on passe à autre chose, et ça, c'est extrêmement important. Donc, vous voyez, tout ça, à chaque fois qu'il y a un atelier, ben, c'est bien programmé, bien en amont, pour avoir un maximum de personnes qui soient présentes. Je vais donc vous parler de la stratégie. La stratégie, donc, c'est l'objectif commun entre les trois territoires qui sont les bassins versants et la lame de Dijon Sud. Donc, l'idée était vraiment de définir une stratégie autour de la métropole dijonnaise qui soit commune. Après, on va voir, on va mettre en œuvre des plans d'action qui seront, chacun aura son plan d'action. Mais en tout cas, la stratégie autour de la métropole dijonnaise doit être partagée. Pour avoir une lisibilité plus lisible, pléonasme, on a proposé à l'ensemble des acteurs des documents. Alors, il y en a un qui est extrêmement synthétique, qui permet de reprendre les éléments de stratégie, et puis un document beaucoup plus complet par axe d'adaptation. Alors, ce qui est important aussi, encore une fois, c'est que vous imaginez bien que sur une démarche aussi longue et chronophage, il faut aller
à l'essentiel pour qu'un maximum de personnes puissent s'investir dans cette démarche. Et donc, c'est pour ça qu'on a souhaité avoir des documents différents et pour que chacun puisse se l'approprier, pour qu'il y ait une acculturation commune. Donc, de documents qui permettent de lister les axes d'adaptation. Donc, au niveau du territoire Tivoulouche, Naples de Dijon Sud, on a 6 axes d'adaptation. On va vous présenter à chaque axe les principales, en tout cas, actions qu'on souhaite porter sur ces axes. Donc, le premier, c'est les politiques publiques qui doivent s'adapter au changement climatique. Le deuxième, c'est la diminution des pressions de prélèvement. La troisième, c'est la garantie de stockage d'eau dans les nappes. La quatrième, c'est la prise en compte des enjeux dans les politiques d'aménagement du territoire. La cinquième, c'est la résilience des cours d'eau des milieux humides. Et la sixième, c'est l'accompagnement de tout ce qui est activité agricole, viticole et sylvicole. Si je prends le premier axe, comment s'adapter au niveau des politiques publiques et préoccupations des usagers. L'idée qui est ressortie par l'ensemble, alors oui, je ne l'ai pas précisé, ce qui est sorti de la stratégie, c'est commun, c'est-à-dire que ce n'est pas une idée de tel ou tel syndicat, c'est vraiment quelque chose qui a été créé en concertation. C'est-à-dire que c'est une stratégie qui est vraiment partagée. C'est pas une vision de l'un ou de l'autre euh, usager. Donc la première, c'est comment s'adapter, c'est sensibiliser les élus, les usagers et les citoyens, et intégrer les enjeux de l'eau et de l'adaptation dans toutes les politiques publiques. Alors quelques pistes d'action qu'on a souhaité relever, c'est la sensibilisation du public au plus large possible, parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, oui, tout le monde en parle, mais en réalité, c'est un peu flou, c'est un peu nébuleux, et il faut absolument parler auprès du grand public des actions que nous devrions porter conjointement sur nos territoires. Et pas avec le GIEC, ce qui est très bien, mais vraiment localement toucher les personnes de notre territoire. C'est aussi, et ça on s'est aperçu, qu'il y a besoin de formation des élus sur des thématiques clés, parce que clairement, les élus, ben, ils passent d'un sujet à l'autre, ils passent du transport, après ils vont aux écoles, ils font autre chose. Et c'est vrai que le changement climatique, c'est pas quelque chose qui aujourd'hui est suffisamment, à notre sens, suffisamment connu. Et donc on souhaite former les élus. C'est aussi clarifier les compétences de chacun, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'eau, on a un vrai problème, c'est que on parle de syndicats, de grands cycles de l'eau. On parle de syndicats ou de comités de communes en charge de l'eau et l'assainissement. On parle des services de l'État, on parle donc de la DDT, de l'OFB. Enfin, c'est un peu nébuleux pour beaucoup. Donc, il faut essayer d'identifier qui fait quoi. Et puis, et clairement aussi, ce qui a été mis en avant, c'est le rôle des commissions locales de l'eau, des clés, qui sont des instances de concertation. Voilà sur le premier axe, pardon, les principales pistes d'action. Le deuxième, c'est diminuer les prélèvements. Pourquoi? Toi, et sur l'ensemble des 3 bassins versants de la nappe de Dijon Sud, c'est que les déficits vont être de plus en plus importants. On l'a vu, hormis cette année, on s'aperçoit que tous les ans, on a des problèmes quantitatifs. Comme l'a dit Laure en introduction, on est en zone des répartitions des eaux depuis 2005 sur la nappe de Dijon Sud et depuis 2010 sur les 3 territoires de bassin versant. Donc on a vraiment de plus en plus de problèmes et les déficits vont se créer. De plus en plus vont être pas créer, se creuser de plus en plus, pardon. Et donc la fonctionnalité notamment des milieux aquatiques vont être de plus en plus tendues en termes de résilience par rapport à ces baisses de débit en été. Donc clairement, le premier axe sur lequel on doit travailler, c'est la réactualisation des études volume prélevables. Puisque, en fait, sur les 3 territoires, bassin versant et la nappe de Dijon Sud, on a des études volume prélevables qui donnent, entre guillemets, un quota d'eau pour chaque usage. Et donc là, on s'aperçoit que ces quotas d'eau sont vraisemblablement surélevés par rapport à la disponibilité estivale actuelle, puisque ce sont des études qui ont plus de 10 ans. Donc il faut les réactualiser. C'est
forcément aussi qui va de pair, c'est diminuer les consommations et les prélèvements en eau potable, puisque comme on s'aperçoit qu'on a moins d'eau en été, il va falloir notamment réduire les prélèvements particulièrement en été bien évidemment. C'est réutiliser l'eau pluviale et les eaux usées. Ça, c'est un point sur lequel il va falloir qu'on travaille de plus en plus. Et puis, c'est notamment, bah, ça va dans le même sens, c'est réduire de 10%, comme ce qui a été proposé dans le plan eau, au moins de 10% les prélèvements à horizon 2030. Euh, Quelques pistes d'économie, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait de l'eau potable et comment on peut améliorer les rendements des réseaux qui sont pour le moment plutôt bons dans les zones urbaines, mais qui sont à améliorer dans les zones qui sont plutôt rurales. Le troisième, est garantir le stockage de l'eau dans les nappes et dans les sols. Alors, clairement, sur le territoire de la dijonnaise, c'est que on a des sols qui sont de plus en plus artificialisés et imperméabilisés et voilà, qui impactent clairement la recharge des nappes, qui impactent aussi comment, les disponibilités d'eau en été. Clairement, c'est aussi tout ce qui est lié à l'agriculture ou à et disparition des zones humides. Donc clairement, on a un point sur lequel tout le monde s'est retrouvé, c'est de dire il faut que les nappes retrouvent leur usage essentiel, c'est-à-dire stocker. Aujourd'hui, dans les démarches, même les agriculteurs, n'ont pas relevé en priorité de stocker dans des grandes bassines. C'est vraiment de dire le meilleur des stockages, c'est l'eau et c'est les sols. Clairement, c'est tout ce qui est stockage naturel et pas artificiel, qui coûte en plus beaucoup d'argent, tant en termes d'investissement de fonctionnement, mais clairement, ça a été de retravailler là-dessus. Donc, en termes d'adaptation, clairement, sur les zones rurales et les zones urbaines, c'est favoriser de plus en plus l'infiltration des eaux et ralentir les écoulements. C'est aussi ce qui est fait depuis quelque temps sur la nappe du Dijon Sud, c'est tester la recharge maîtrisée des aquifères. C'est-à-dire qu'en gros, l'eau qui devrait normalement recharger les nappes, c'est qui part aujourd'hui avec les gros à-coups hydrauliques sur les eaux superficielles, c'est de retenir cette eau pour qu'elle réinfiltre. Et puis, c'est vraiment, comme je disais initialement, c'est de si vraiment rien, ou en tout cas la réponse milieu n'est pas suffisante, c'est en dernier recours, c'est stocker. Mais clairement, c'est pas l'objectif aujourd'hui de recourir à du stockage superficiel. Et là, vous avez une présentation, un schéma qui permet d'expliquer sur les points sur lesquels il nous semble intéressant d'intervenir au niveau des infiltrations des eaux. Alors voilà, il y a pas mal de choses. Il y a au niveau des eaux superficielles, c'est tout ce qui est favoriser les couverts végétaux ou promouvoir les techniques d'hydraulique. C'est aussi travailler sur tout ce qui est morphologie des cours d'eau. C'est aussi inciter les agriculteurs à changer leurs pratiques. C'est améliorer la gestion des eaux pluviales et réduire l'imperméabilisation des sols. Et puis, pour terminer, ce qui est très intéressant, c'est restaurer et protéger. Comme vous voyez, présentation, en fait, on n'invente rien, c'est les solutions fondées sur la nature, où concrètement, en termes de concertation, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas meilleure, comment dirais-je, réponse que les réponses de la nature. Tout ce qui est artificiel, ou en tout cas anthropique, est moins efficace que la nature. Donc voilà, il y a pas mal de choses sur lesquelles on doit travailler en termes de stratégie. Au niveau du quatrième axe, donc la prise en compte de l'eau dans les politiques d'aménagement, comment s'adapter? C'est adapter le développement urbain aux ressources disponibles. Ben, c'est tout bête, mais est-ce qu'on peut euh, agrandir telle ou telle commune, telle ou telle communauté de communes? Est-ce qu'on a de l'eau en termes de capacité eau potable? C'est tout bête, mais c'est une question aujourd'hui qui n'est pas systématisé chez les urbanistes. En fait, on crée un lotissement, on crée une zone d'activité, mais on ne se pose pas la question au départ, savoir s'il y a encore de l'eau. C'est qui va de pair, c'est stopper l'étalement urbain. Comme je disais précédemment, l'étalement urbain, ça suppose de l'artificialisation ou de l'imperméabilisation. C'est donc aussi
qui va de pair, c'est la gestion des eaux pluviales pour les garder à la source, c'est-à-dire que ce qui tombe doit rester là où elle est tombée et pas renvoyer un peu plus loin sur les eaux superficielles. Donc c'est clairement de dire on garde l'eau pour réimprégner dans les nappes. Et puis c'est aussi qui va de pair avec ça, c'est avoir une gestion positive de plus en plus autour des zones d'expansion de crues. C'est-à-dire que voilà, quand il y a beaucoup d'eau, il faut que l'eau bah, s'étale dans des endroits qui présentent peu d'enjeux pour que le risque soit limité. Bien, parce que par définition, bah, l'aléa inondation, ça existe et on peut rien y faire, sauf à empêcher de pleuvoir, mais ça, on ne sait pas faire. Donc il faut avoir une politique ambitieuse d'expansion, de zone d'expansion des crues. Au niveau du cinquième, c'est améliorer la résilience des cours d'eau en accélérant, en adoptant les actions de restauration. Au niveau des territoires de bassin versant de la Vouge, on a de plus en plus d'actions sur l'hydromorphologie. Et clairement, pourquoi? Parce que nos cours d'eau ont subi des dégradations très importantes au fil des décennies sorties de la mer. C'est-à-dire que les cours d'eau ont été rectifiés, ont été surcalibrés et qui font que les dégradations des milieux sont extrêmement importantes. Donc l'idée, c'est d'être plus résilient par rapport à ça, et c'est de travailler sur des processus de restauration. Et donc, c'est de trouver une réponse euh, fondée sur la nature, c'est-à-dire que d'avoir avec moins d'eau un milieu qui est plus résilient, c'est-à-dire que les débits, on sait qu'ils vont baisser. Et pour atténuer ça, pour être plus résilient, c'est retrouver comment dirais-je, des cours d'eau qui soient subnaturels. Ils ne seront pas, parce qu'on ne va pas retrouver comment, des cours d'eau de grande qualité en termes morphologiques, mais c'est vraiment de les remettre au centre de la démarche et pour être plus résilient par rapport à cette baisse de débit et qui va de pair pour réduire les concentrations de pollution, pour réduire les assèchements des zones humides. Voilà. On est aussi sur je viens de le dire, sur tout ce qui est adaptation au niveau des cours d'eau. Et là, oui, un problème très important que nous avons au niveau des syndicats de bassins versants, c'est les verrous fonciers, puisque toutes ces démarches de restauration de cours d'eau se limitent ou se confrontent à souvent, trop souvent d'ailleurs, à des oppositions des riverains qui ne laissent pas réaliser les travaux pour le bien commun. Et ça, c'est un vrai problème. Et ça, c'est un point sur lequel on doit absolument travailler au niveau de nos territoires et pas seulement au niveau de la France parce qu'on a des vrais problèmes de réalisation de travaux. Le sixième axe sur lequel on souhaite travailler, c'est l'accompagnement de l'activité agricole, viticole et sylvicole. Clairement, sur nos territoires, il va falloir remettre à plat toutes les politiques au niveau de l'agriculture. Alors, je vais parler sur le territoire du bassin de la Vouge. On a les vignes, puisque nous, sur notre territoire, on a les Gevrey-Chambertin, on a les Vosnes-Romanée, on a les Morets de Saint-Denis. Donc, clairement, ce sont des usages qui sont très impactants sur la qualité des milieux aquatiques du fait d'un fort ruissellement sur les vignes et puis une sécheresse de plus en plus importante. On s'aperçoit que ça a des impacts qui peuvent être très fort et vous, je pense que vous voyez tous les ans sur mars, avril, mai avec les gelées, les risques de gelées précoces parce que les vignes sont en fleurs très très tôt, donc il va falloir travailler par rapport à ça. On a aujourd'hui de plus en plus, on l'a vu cette année, des accidents de récolte. C'est-à-dire que quand on a trop de pluie comme une année comme 2024, on s'aperçoit que les rendements sont extrêmement à la baisse. Clairement, il y a un problème autour de ça. Il y a la vulnérabilité aussi de l'abreuvement du bétail, notamment sur les territoires de Louche et de Laty, où en fait, en amont, on a beaucoup de bétail. Et là, clairement, il y a de plus en plus de soucis pour amener de l'eau
aux animaux en période estivale où il y a des sécheresses qui sont importantes. Et puis, ce qu'on voit de plus en plus, c'est le dépérissement des forêts de périodes longues de sécheresse. Et on s'aperçoit, l'ONF nous a précisé que dans certains endroits, plus de 50%, parce que les arbres dépérissent du fait de sécheresse importante. Et on s'aperçoit aussi, comme partout, que le hêtre tend à disparaître de plus en plus. Par rapport à ça, c'est améliorer la perméabilité des sols, c'est sécuriser l'alimentation d'eau pour le bétail, c'est aider les agriculteurs financièrement et puis réduire les consommations d'eau agricole et adapter la gestion des forêts pour améliorer leur résilience. Donc tout ça, ce sont les axes de la stratégie. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Localement, c'est décliner cette stratégie dans des plans d'action par sage. Donc nous, au niveau des territoires, il y a Tille, Vouge, Ouche, ce sont des sages. Et dans la nappe de Dijon Sud, on a une interclé qui doivent, entre guillemets, travailler chacun de leur côté à partir de cette base de stratégie, de passer donc des principes d'action qui sont relevés, je les ai listés juste avant en termes de stratégie, à des actions opérationnelles et qui devront être intégrées dans les plans locaux et dans les contrats de bassin et les sages au moment de leur révision. Donc là, vraiment, on passe vraiment, comme l'a dit Laure en début d'intervention, en septembre, on a tous validé euh, en commun la stratégie et maintenant, on doit passer dans les plans d'action. Donc, les plans d'action opérationnels, ils vont se faire, alors ils doivent être définis, donc on est au début, hein, ils doivent se faire par territoire géographique avec des évaluations multicritères pour chaque territoire pour savoir qu'est-ce qui est plus efficient et ce qu'il est peut-être moins. Et vraiment de dire concrètement qui fait quoi, comment, où, et clairement avec chaque particularité, particularisme de territoire. Je l'ai dit tout à l'heure, le territoire du bassin versant de la Vouche, c'est la viticulture. Il n'y en a pas sur Louche, il n'y en a pas sur la Tille. Mais par contre, sur la Tille, il y a beaucoup plus d'élevage. Donc clairement, chacun va définir localement les actions prioritaires à mettre en œuvre en termes de plan d'action opérationnel. Ça se traduit comment? Ça se traduira par un programme d'action qui sera décliné en fiche action, donc je vous ai listé, où en fait, en gros, on va dire qui fait quoi, comment, avec quels moyens financiers, quel coût et quel partenaire. Et l'air de rien, c'est de dire sur 2035 ou 2050, quels seront les indicateurs pour voir si on les a mis en œuvre et quels ont été éventuellement les freins de chaque action, pour vraiment les afficher, pour se dire dès le départ euh, quels sont les points sur lesquels il va falloir travailler en particulier pour qu'on puisse, pour qu'on puisse les réaliser. Donc là, on est vraiment maintenant dans la partie comment fait-on, pourquoi le fait-on et quels sont les objectifs. Et se dire, voilà, à 2035, puisque nous, sur le territoire Tivoujoux, Nappe de Dijon Sud, les objectifs, c'est des plans d'action sur 2035, première étape, et 2050. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en œuvre ce plan d'action, et indépendamment des élections qui pourraient passer, c'est-à-dire qu'on aura défini un plan d'action, c'est un peu comme les plans d'action au niveau des forêts, puisque chacun, c'est un programme sur 10, 15, 20 ou 30 ans. Là, la même chose est proposée, sera proposée au niveau du programme d'action de l'étude prospective. C'est donc ce qu'on appelle les PTGE, et sont quelque chose qui seront, j'espère, gravés dans le marbre, et qui sera éventuellement pas repris, ou en tout cas pas remis en cause avec les nouveaux élus qui pourraient passer, qui pourraient arriver d'ici 2 ans ou voire au-delà. Voilà où on en est aujourd'hui au niveau du territoire Tivoujoux, Nappe de Dijon Sud. On est à la rédaction, on va lancer la rédaction du programme d'action d'ici quelques semaines. Voilà par rapport à ma présentation. Peut-être Laure, une conclusion de votre part? Non, enfin, je réinsisterai bien volontiers sur les qualifications du bureau d'études en matière d'animation et d'accompagnement dans la concertation. Enfin,
ce qui nous a permis d'aboutir à notre stratégie. Si on avait eu un bureau d'études seulement technique, on n'aurait pas abouti. Oui, tout à fait, vous avez raison. Le technique, à la limite, c'est presque peu important. Imaginons bien qu'un agriculteur ou voire un élu, le côté technique, il ne l'a pas forcément dans sa globalité. Et c'est vrai que l'idée, c'est vraiment de concerter au maximum et de s'écouter et de s'entendre. On est à la limite de la stratégie politique quand même. Et c'est sûr que cette démarche-là, un bureau d'études purement technique n'aurait pas de sens. Oui. Voilà, Antoine, ce qu'on pouvait vous présenter. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, Laure et Nicolas. Je pense que c'était très clair et assez et très motivant par ailleurs. Et c'est pas sans rejoindre également pour celles et ceux qui étaient présentes aux ateliers de l'eau. Un petit peu le fil rouge de ces ateliers de l'eau autour notamment du dialogue territorial. Nicolas, vous avez insisté sur cet aspect-là, en termes de méthodologie, hein, notamment autour de ce travail au long cours qui est nécessaire, qui a aussi réalisé Laure à travers les différentes réunions participatives, les liens faits avec les uns et les autres, et tous les acteurs du territoire. Donc je pense qu'effectivement, on est en plein dans notre sujet de ce fameux dialogue territorial pour construire des projets intégrés autour de l'eau. Donc de ce point de vue-là, je crois que c'était particulièrement enrichissant. J'ai deux questions qui me sont arrivées dans le chat que vous avez peut-être pu voir. C'est des petites demandes de précision de Christophe. Quel était le bureau d'études, s'il vous plaît? Le nom du bureau d'études, je suppose, dans tous les cas. Et une autre question de Laura qui était, enfin, ou un commentaire, une évaluation donc, du travail du bureau d'études, je lis, hein, serait intéressant à recommander, point d'interrogation. Voilà pour les deux petites réactions dans le chat. Je laisserai Laure et Nicolas répondre. Et puis bah, donc, c'est à vous hein, pour discuter et poser vos questions. Je vous laisse lever la main virtuellement sans temps pour donc intervenir. Et peut-être une petite réponse, Laure, sur Oui, les deux questions du chat. le bureau d'études, c'était Antea, groupé avec GIE Passage, qui était plus sur l'animation. Et la deuxième question, oui, l'évaluation, elle se fera plutôt en fin d'études complètes, mais moi, je recommande puisque on a été écoutés, les élus ont été écoutés dans leurs besoins par le bureau d'études. En même temps, on avait bien ciblé nos besoins en amont et on a même des élus qui étaient particulièrement contents, satisfaits du résultat. Et il est vrai que voilà, le retour du bureau d'études aussi, c'était de nous dire, voilà, on a fait d'autres études du même acabit où on a eu moins de participants. Donc, je pense que moi, j'insisterai vraiment sur la constitution du groupe de contribution dès le départ. Parce que c'est pas une étude qui est pour nous, c'est une étude qui est pour tout le monde. Donc, il faut vraiment que tout le monde se sente impliqué. Effectivement, comme l'a dit Laure, euh, le plus important, c'est la constitution du groupe et la concertation et l'entente. Encore une fois, on n'est pas là pour savoir si l'étiage en 2050 va baisser de 12,5% ou la nappe de 7,8%. L'important, c'est d'être tous autour de la table et d'être conscient qu'il y aura à changer la manière dont on gère les territoires pour avoir de l'eau accessible, non seulement pour les usages anthropiques, mais pour les milieux. Et donc, voilà, l'aspect concertation, comme l'a dit Laure, on avait Antea qui était l'aspect technique, très qualitatif, mais l'animation avec GIE Passage, c'est extrêmement important, c'est évident, pour pouvoir faire, comment dirais-je, pour pouvoir échanger et pour pouvoir mettre autour de la table sans qu'il y ait des hurlements ou des prises de bec. C'est extrêmement important, effectivement. Et parvenir à faire parler les gens également. Donc, effectivement, il y a eu des discussions, mais ça s'est toujours finalement pas mal passé. Tout le monde a su s'écouter. Merci Laure et Nicolas. Alors, est-ce que, n'hésitez pas donc à poser, comme je le disais, vos questions. Donc, j'ai Dominique Dejoie. Je vous laisse la parole. Oui, de Gouas, mais pas grave. Dejoie, pardon. Décidément, j'ai des C'est pas problèmes avec grave. les noms ce matin. C'est pas Pardon. grave. Je suis adjoint
adjoint à la commune de Brétigny, qui est traversée par la Norge et qui est donc sur le bassin de la Tille. Je voudrais d'abord vous remercier, vous féliciter pour le travail qui a été réalisé. C'est assez impressionnant, avec quelques réserves, je m'en excuse, que je vais exprimer maintenant, auxquelles vous avez déjà répondu un peu par anticipation. Tous les constats que vous avez présentés au départ sont des constats qui pourraient s'appliquer pratiquement à tout le territoire national. Et donc, ça va être effectivement dans l'élaboration des plans d'action que l'intérêt concret de cette étude va se montrer, hein. Mais bon, je pense qu'il fallait effectivement commencer comme vous l'avez fait, en particulier pour un point sur lequel vous avez beaucoup insisté, c'est effectivement faire adhérer les acteurs autour de la table sur ces mêmes constats pour élaborer les stratégies de l'avenir. Je voudrais juste, voilà, donc c'est un premier propos tout à fait positif. Par contre, je suis quand même encore un petit peu inquiet. Moi, je suis âgé, mais je suis un jeune élu, puisque c'est mon premier mandat. J'ai beaucoup participé aux travaux au niveau de la Comcom Nord-Jetille. J'ai insisté pour qu'il y ait effectivement un projet de territoire qui soit élaboré, ce qui a été le cas, avec des ambitions très fortes sur l'adaptation du territoire au changement climatique. Force est de constater quand même et ça a été pour moi un étonnement très très important. En 2020, la connaissance et la volonté des élus locaux, politiques, mais aussi syndicats des eaux et autres, d'élaborer des stratégies d'adaptation au changement climatique était pratiquement nulle. Et donc, on part de loin et bah, j'espère, mais ça sera pas si évident que ça, que l'adhésion des élus, quelle que soit leur responsabilité, les élus locaux, puisse intégrer effectivement les projets, les recommandations que vous pourrez faire. Moi, je suis quand même assez inquiet de l'inertie que je constate un peu tous les jours sur le territoire dans lequel je suis. Voilà, je mets de côté la commune de Brétigny, puisque la commune de Brétigny a mis en exergue de sa profession de foi au départ les principes du développement durable comment dire, en lettres d'or et en amont de tout projet de développement de la commune. Voilà. Donc on est d'ailleurs observé un peu comme des empêcheurs de tourner en rond ou des gens qui sont un peu tout fous. Voilà. Mais bravo quand même pour ce travail et moi je suis très très preneur de ce que vous pourrez produire en termes de plan d'action et les relayer modestement à mon niveau dans les réunions auxquelles je peux participer. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des réactions du côté de Nicolas et Laure? Non, juste pour rebondir sur la dernière phrase, c'est que effectivement, les élus, tous les élus seront conviés aux réunions pour construire les plans d'action. Donc, je pense qu'on reverra Monsieur Degois. Et pour compléter, l'idée d'avoir regroupé les trois bassins versants à la nappe de Dijon Sud, c'est justement pour élargir comment dirais-je, le partage, le partage du constat qu'il faut faire quelque chose. Parce que ça donne plus de résonance à cette démarche. Et c'est vrai qu'après le plan d'action, ça va être bassin versant par bassin versant et la nappe. Mais l'idée, c'est que tout le monde part du même constat. Et ça, c'était extrêmement important. Et c'est vrai que, comme l'a dit Laure, il faut que maintenant, les plans d'action locaux soient co-construits avec les élus. C'est évident. Il faut l'acculturation, j'espère elle est là. En tout cas, elle s'est améliorée. Et demain, les plans d'action doivent être mis en œuvre par tout le monde et pour le bien commun. Merci Laure et Nicolas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, ou que ce soit dans le chat encore une fois, ou donc directement à Laure et Nicolas. Vous avez insisté, Nicolas, notamment sur le rôle des clés à un moment donné dans votre intervention, et se dire qu'on n'a pas assez souligné l'importance des comités locaux de l'eau, ou leur rôle en tous les cas dans cette construction de projets intégrés eau.
Mais clairement, aujourd'hui, la clé, c'est le Parlement de l'eau, mais en fait, qui est assez peu connu. Et donc, il faut que dans l'avenir, les clés prennent de plus en plus d'importance en termes de compétences et surtout de connaissances et de partage de la connaissance. Et parce que les commissions locales de l'eau, pour ceux qui connaissent, en fait, il y a des élus, il y a les associations, les services de l'État, il y a entre guillemets, une gamme des acteurs qui est relativement large. Et c'est vrai que les commissions locales de l'eau ont toute légitimité pour pouvoir, comment dirais-je, animer une démarche, une démarche de plan d'action, parce qu'elle est celle qui représente le mieux la diversité des acteurs. Donc c'est vrai que les clés, c'est sans doute l'avenir pour que chacun puisse mettre en œuvre le plan d'action. Ça veut dire que dans une démarche, je poursuis en fin de compte sur, sur, ce qu'on a ouvert comme chantier nous, au début octobre, hein, à Cluny, mais, c'est-à-dire que le rôle des clés dans une démarche de dialogue territorial, est essentiel, notamment dans une méthodologie sur laquelle on est en train de travailler, pour, prendre la suite, hein, de ces ateliers de l'eau. C'est quelque chose que vous recommandez, en termes de méthodologie, pour pouvoir travailler avec tous les acteurs et notamment les élus? Vous avez aussi insisté beaucoup, hein, sur le portage politique. C'est un constat, global, hein, ça pour le coup, cette acculturation des élus, comme le souligne aussi monsieur Degois. Donc, voilà, en termes méthodologiques, moi je retiens que la clé est un maillon, indispensable. Ben, la clé, de par sa composition, elle est là pour justement ouvrir ce dialogue. Donc, puisqu'il y a des élus, on a les élus par bassin, on a les élus de tous les EPCI, on a les représentants des chambres d'agriculture, de la CCI, les consommateurs également. Donc, c'est vrai que les irrigants, enfin, c'est vraiment le lieu où effectivement il peut y avoir des échanges et des dialogues. Et elle a son rôle à jouer, effectivement. Elle a d'autant plus son rôle à jouer que, comme vous avez vu ce qu'on a développé, c'est qu'aujourd'hui, les clés ne sont pas suffisamment intégrées. En tout cas, on souhaite que ça change dans toutes les politiques d'aménagement de territoire. Parce que là, aujourd'hui, l'eau, c'est pas une ressource. Moi, je le dis toujours, c'est pas une ressource, hein. C'est une nécessité. Si on n'a pas d'eau, on peut être très riche, très pauvre. Si on n'a pas d'eau, on meurt. Et donc là, aujourd'hui, euh, un aménageur, bah, il construit comme je disais tout à l'heure, il construit son potentiel, sa zone d'activité ou son potentiel de lotissement. C'est qu'après qu'il se pose la question, y a-t-il de l'eau pour les nouveaux arrivants? Là, l'idée, c'est vraiment la clé doit être partout. Et la clé, c'est pour le bien commun. C'est la clé pour ouvrir la porte, en fait, hein. Clairement. Mais Donc, nous, sur notre il territoire, représente. on a... Pardon. Ah, allez-y. Non, non, je voulais juste te dire que nous, sur notre territoire, sur notre bassin, on a déjà... la clé a déjà émis des avis défavorables à des lotissements parce que manque d'eau, tout simplement. Donc, si cet enjeu n'est pas pris en compte, c'est un refus. Et alors je retiens quelque chose qui m'a perturbé là dans ce que vous avez dit, Nicolas. Il va falloir que je travaille un peu là-dessus. C'est que l'eau n'est pas une ressource, mais une nécessité. Ça m'a perturbé dans tous les discours qu'on porte ici, et et les discours qui sont portés un peu partout. Ben, Il y a c'est un c'est- changement de c'est clairement. vocabulaire. Moi, le terme ressource, je le mets de plus en plus de côté. Autant que je sache, le pétrole, c'est une ressource, c'est pas une nécessité. L'eau, On peut faire c'est pas ça. une ressource, c'est une nécessité. Voilà. C'est, c'est, c'est... Il faut qu'on change de discours, en fait. Parce que c'est comme l'air. L'eau et l'air, c'est des choses où on ne peut pas faire sans. OK, je retiens donc également que le pétrole est pas une nécessité, mais on va pas rentrer dans ce débat, de paradigme, en termes, énergétiques notamment, mais c'est intéressant en tous les cas. Je retiens ça pour un prochain café capteur éventuellement, sur le vocabulaire de l'eau, ressource, ou nécessité. Voilà, ça me plaît assez comme sujet. Heu, alors est-ce qu'il y a des petites questions également, alors je vois rien arriver dans le chat pour l'instant et je vois pas encore de mains qui se lèvent. Il nous reste 4 minutes, 4-5 minutes environ. Est-ce que, est-ce que les uns et les autres avaient des questions à poser? Je vais continuer alors moi dans ces cas-là.
Vous avez évoqué notamment le changement climatique, Nicolas, qui serait alors si j'ai bien, saisi, ce que vous souligniez en filigrane, c'est que le changement climatique n'est pas complètement au cœur encore des discussions autour de la nécessité qu'est l'eau et non pas la ressource donc. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous vouliez dire autour de ça ou qu'il y avait encore des efforts à faire pour, en tous les cas, s'acculturer, autour du changement climatique? Ah, mais clairement, aujourd'hui, alors, vous voyez, par exemple, 2024, c'est un trompe-l'œil. Il n'y a plus de soucis d'eau. Je pense que vous et toutes les personnes qui sont là ce matin n'entendent plus le problème. Il n'y a plus de problème d'eau là depuis un an, hormis vers Perpignan. Il n'y a plus de problème d'eau, il y en a même de trop. Et en fait, on met de côté. Donc, l'acculturation de dire, voilà, c'est juste, j'espère, enfin, j'espère ou j'espère pas, que cette année, c'était une année avec de l'eau. C'est vrai que la culturation du changement climatique, il n'est pas encore suffisamment ancré dans les esprits. Aujourd'hui, si vous posez la question en 2024, est-ce qu'il a fait chaud? Les gens vont vous dire, bah non, il a pas fait beau. Mais moi, cette année, il a fait beau parce qu'il y a eu de l'eau. Euh, le discours, encore une fois, c'est comme la nécessité. C'est vrai que les aménageurs, quand on voit dans les PLU, les SCOT, ou, en fait, voilà, 2024, il n'y a plus de problème d'eau. Donc, on ne se pose plus la question, tiens, on repart avec plein de projets. Et puis l'an prochain, peut-être que ça va être très sec comme en 23 ou 22 ou 2020. Ben, mince, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas tant d'eau à disposition. Donc, c'est clair que le changement climatique, c'est une vision qui est souvent très globale. Comme je disais tout à l'heure, le GIEC, c'est bien, mais globalement, c'est bien, on est tous d'accord, mais localement, voilà, quand on dit qu'on va perdre 25 à 30% des débits en été, il faut absolument que ça rentre dans les esprits, parce que localement, c'est ça qui va arriver, en fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a je fais une petite relance, hein. Est-ce qu'il y a des questions, sur cette présentation, cette double présentation très, très riche, hein, je trouve, en tous les cas, de Nicolas et Laure? Non. Alors, est-ce dire que tout le monde est convaincu et bah, écoutez, s'il n'y a pas plus de questions que ça, il va être 10h30 de toute façon, donc on a tenu 1 heure, hein. Moi, ce que j'aimerais, juste Nicolas et Laure, déjà, avant de vous quitter, de vous remercier bien sûr, mais au-delà de ça, est-ce que votre présentation pourra être mise sur le site d'Alter en tant que ressource ou en tant que nécessité? Je ne sais pas, à voir. Oui, bien Heu, sûr. Bien sûr. Merci beaucoup. Comme ça permettra, aux uns et aux autres déjà de l'avoir sous les yeux, puis à celles et ceux qui n'ont pas pu participer, donc de l'avoir dans le cadre du replay. Je me permettrai, mais ça c'est je pense de revenir vers vous en 2025 sans doute, hein, dans le cadre de ce travail qu'on a mené après les ateliers de l'eau. On va mettre en place, et élaborer cette méthodologie. Voilà, il y a Amandine Desplets, hein, qui nous remercie pour cette présentation. Mais oui, on a un petit peu de retard sur ce travail méthodologique consécutif également aux petites turbulences que traverse actuellement Altamont-Franche-Comté. Mais donc le travail va se poursuivre en 2025 et j'espère qu'on se retrouvera tous pour travailler encore une fois là-dessus. Pour conclure et juste, une petite information que vous avez peut-être eue, il y a un webinaire qui est organisé, le 16 décembre, donc c'est, lundi prochain de 12h30 à 13h30, par, la FNAB, et Terre de Liens, autour de l'évolution des usages de l'eau en agriculture et les conséquences sur la ressource. Et il y aura Hélène Arambourou de France Stratégie qui présentera donc une étude qui a été, réalisée qui s'appelle «Prélèvement et consommation d'eau, quels enjeux et quels usages à horizon 2050». Donc, si ça vous intéresse, hein, je pourrais vous renvoyer à celles et ceux qui étaient inscrits à ce café capteur les informations, à moins que vous l'ayez déjà eu. Mais ça prolonge un petit peu également et ça prolongera les discussions qu'on a pu avoir avec Laure et Nicolas. Voilà, écoutez, il est l'heure de se quitter. Merci encore, Nicolas et Laure. Et puis bah, je vous dis à toutes et tous à bientôt et donc à l'année prochaine en 2025 pour la suite et d'autres cafés capteurs. D'ici là, passez une très bonne fin d'année, en tous les cas. Merci encore. Merci encore. Merci. Merci pour votre Merci. écoute. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci et bonne journée.